malgré son niveau de développement, arrive à avoir un niveau de qualité de vie élevé. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un pays, je ne citerai pas de pays en revanche, qui a des PIB par tête de 30 000 $ par habitant en Afrique, mais avec un taux de pauvreté de 2 tiers, 63%. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un pays. Non, le Sénégal. Le Sénégal, on est à 38%. C'est le pays d'Afrique centrale. Non, c'est pas les Gabon. C'est la Guinée équatoriale, à l'époque. Mais bon, c'était en 2000. Voilà, c'est pour vous dire que là, il faut travailler les deux, à la fois l'économique, le social, l'environnemental, même l'institutionnel. Là aussi, il y a des papiers, notamment du FMI, qui démontrent que les pays qui ont de bonnes institutions arrivent à avoir, disons, des niveaux de croissance plus élevés. Ils ont même estimé que si la qualité des institutions en Afrique était dans la moyenne des pays de l'OCDE, le revenu par tête en Afrique serait 2,5 fois plus élevé en moyenne. Pour vous dire la liaison entre le développement institutionnel et l'émergence. Next. Voilà. Donc, ça, ce que je vous projette ici, c'est la synthèse de l'ouvrage de toute la théorie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de développement institutionnel. Tout démarre par là. Les institutions. Maintenant, dans les institutions, on a l'habitude de mettre le gouvernement, la politique, même la société fait partie des institutions. En tout cas, dans la littérature économique. Les valeurs nationales. C'est ça les institutions. Donc, le fonctionnement de l'État, la qualité de l'administration, la qualité du gouvernement, la faiblesse de la corruption. Les pays qui ont ça, de bonnes valeurs en général, arrivent à avoir les prérequis pour émerger. Donc, d'ailleurs, c'est notre axe actuel de recherche. Nous sommes en train de voir comment lier Bon, il y a un autre schéma qui le présente. Comment lier les performances au niveau institutionnel et les performances au niveau des leviers. Parce que le reste ici, mais ici, c'est un résultat. Ici, vous n'avez pas de maîtrise. Parce que c'est des résultats économiques. La croissance, vous ne pouvez pas maîtriser parce qu'il suffit d'une crise au niveau international. Mais les leviers, en général, les pays qui ont les bons leviers, c'est les pays qui ont les bonnes institutions. Je cite souvent le Rwanda, par exemple. C'est un peu ce qui joue dans les performances du Rwanda en termes de faiblesse de la corruption, amélioration de l'environnement des affaires, etc. Donc, le premier niveau, c'est les institutions. Le deuxième niveau, c'est les leviers. Et c'est les bonnes institutions qui permettent d'avoir les bons leviers. Les bons leviers permettent d'avoir les bons résultats économiques. Les bons résultats économiques contribuent, je dis contribuent à la qualité de vie, parce que vous pouvez avoir une qualité de vie aussi sans des résultats économiques. C'est une question de politique sociale. Next. Voilà, j'ai résumé ça aussi dans ce schéma-là. Donc la qualité des institutions, la culture nationale, la paix. Vous ne pourrez pas émerger dans un environnement de guerre. Ah, si vous devez faire, disons, vous prenez les 54 pays africains. Moi, j'ai choisi 54 pays africains. Vous les classez, les pays qui sont en guerre, mettez-les déjà dans une colonne. They have to wait. So this is not the time for them to become emerging. Le leadership politique, fondamental. Les pays qui émergent ont besoin d'un leadership politique de qualité. Parce que vous devez faire des réformes extrêmement importantes dans un court laps de temps. L'émergence, c'est une affaire de 15 ans. C'est pas comme les 40. La convergence, ça peut être 200, 300. Ça peut même ne jamais se produire. Si vous voulez converger avec les pays riches. Mais si vous voulez émerger, en fait, c'est un programme politique. Souvent, c'est un gouvernement qui arrive, qui dit d'ici 10 ans, nous allons devenir émergents. C'est quoi dans beaucoup de plans, vous allez retrouver cet objectif de devenir émergent. Je me rappelle, en 2008, moi j'étais
consultant pour les Nations Unies, envoyé en Côte d'Ivoire en plein conflit pour faire le plan. Je dis à mes collègues, on va mettre vision 2020 Côte d'Ivoire émergente. Ils me disent, mais vous là, vous êtes en train de rêver ou quoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est dans une très bonne dynamique pour devenir un pays émergent. Et donc, le leadership politique, c'est fondamental, parce que là, c'est ça qui permet de faire les réformes. L'administration aussi, c'est fondamental. Une administration de qualité, parce que le président de la République, le gouvernement l'oriente, mais tout est mis en œuvre au niveau de l'administration. C'est ça qui permet d'avoir la gestion efficace des blocs de réforme. Parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé des leviers, je vous ai dit que c'est le cœur de la théorie. Vous allez faire un diagnostic ou un scanning. Vous allez faire des diagnostics stratégiques. Vous allez découvrir que, au niveau des leviers, le pays a des forces et des faiblesses. Donc, tout le défi du pouvoir politique, c'est comment corriger les faiblesses, les transformer en force au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, c'est ça le programme de réforme. Mais la gestion efficace des blocs de réforme suppose la paix, parce que la paix, si vous n'avez pas la paix entre le pouvoir public et les travailleurs, si vous n'avez pas la cohésion nationale, si vous n'avez pas un leadership politique orienté vers les réformes, mais pas dans la politique politicienne, vous n'allez jamais avoir des réformes de qualité. Pourquoi moi, je m'amuse. En tant qu'expert, je regarde les pays. Aujourd'hui, j'ai une position d'expert, même au Sénégal. Donc, quand je regarde, ou ailleurs, vous me donnez un pays, immédiatement, je peux vous dire, est-ce que ce pays-là a des chances d'émerger ou pas, juste en regardant le fonctionnement de ce bloc-là. Parce que c'est ça qui va jouer sur la capacité de bien gérer les réformes. Si vous gérez bien les réformes, vous allez avoir maintenant un cadre des affaires de classe internationale. C'est ça l'objectif. Donc, vous allez, après, on va vous diagnostiquer, on va voir capital humain, on vous met en vert. Parce que les investisseurs qui viennent, ils vont diagnostiquer toutes ces questions. Ils vont regarder l'environnement des affaires, le capital humain, les infrastructures. Voilà. Et donc, vous allez avoir des scores. À la fin de la journée, si vous rassurez, on vous intègre. C'est ça l'émergence. Ensuite, donc, vous arrivez à l'émergence et après, il faut le partage équitable des fouilles. Next. Bon, je l'ai regroupé également dans un arbre, comme on est en Afrique. Je l'ai intitulé l'arbre de la qualité de vie. Donc, vous avez des racines, c'est un peu les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure, et tous les éléments également de développement à long terme, les bases à long terme du développement, les infrastructures, l'aménagement équilibré du territoire national. Ça, c'est vraiment les institutions, et plus les infrastructures. Après, vous avez aussi le capital humain, ça c'est la base. Donc, si vous regardez un peu les publications anciennes des Nations Unies, on parlait toujours des bases à long terme du développement. C'est ça. L'infrastructure, le capital humain, l'institution, l'environnement. C'est un peu ce que vous allez trouver au niveau des racines du développement. Donc un pays qui veut émerger ne doit pas se précipiter. Il faut vraiment, si vous voulez un travail de longue haleine, il faut faire en sorte qu'ici, là, soyez très bon. Parce qu'après, ça devient, comme j'ai dit tout à l'heure, de pilotage automatique. Les résultats vont venir demain. Vous allez avoir la croissance, vous allez avoir l'accès équitable aux services sociaux, les emplois, etc. Et après, voilà, les fruits du développement. Next. Maintenant, tout ça vous permet d'avoir également ce que j'ai appelé tout à l'heure l'émergence globale. L'émergence globale, c'est un peu la synthèse de tous ces objectifs-là. Je l'ai représenté sous forme d'un, je ne sais pas si c'est un losange, mais si vous regardez à la base, vous avez, c'est un diamant. Ce que je porte, c'est un peu ça. Vous pouvez vérifier, mon pin est un peu comme ça. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, c'est le pin de l'émergence. Bien. Donc,
À la base, vous voyez, c'est les institutions, c'est la culture, c'est l'environnement durable, c'est les éléments de long terme, c'est les institutions. Ensuite, vous avez maintenant la diversification, la croissance, les infrastructures. Vous avez ici tous les éléments que le gouvernement doit gérer en termes de gestion du développement. D'ailleurs, en 2011, j'avais fait un papier pour les Nations Unies sur les objectifs après 2015. Je pense qu'Awa Chongal était encore là-bas, à l'UNECA, et j'avais théorisé cet élément-là, parce que dans les objectifs de développement, les OMD, on n'avait que les objectifs un peu qui sont là, l'alimentation, la santé, il n'y a pas l'emploi, mais il y a des revenus, l'assainissement, l'eau. J'avais dit qu'il faut ajouter tout ça. Ce papier-là existe dans la littérature aujourd'hui. Donc c'est ça que j'appelle l'émergence globale. Je ne vais pas utiliser le développement global, mais utiliser ce concept. Et en réalité, d'ailleurs, tous les gouvernements, c'est ça qu'ils gèrent. Le gouvernement ne va pas juste gérer ce bloc-là. C'est pourquoi on fait des plans nationaux de développement. Vous allez trouver tous ces éléments. Je pense que j'en ai terminé. Next. Voilà. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Kamani. Pour la suite. Merci beaucoup. À mon tour, je vais, avant de commencer la présentation de la partie mesure de l'émergence économique, donc à la suite de la description du cadre conceptuel et des fondements théoriques sur lesquels vont se baser les différentes mesures associées à l'émergence économique. Tout d'abord, Dr. Jean, on est très heureux de démarrer cette série de cérémonies de présentation de l'ouvrage. Je remercie également l'ensemble des étudiants qui sont très intéressés par nos travaux et par cette présentation. Merci beaucoup d'être présents. J'espère que cette présentation sera fructueuse pour vous, que ce soit ici à l'ISM ou bien pour ceux qui veulent entreprendre dans l'avenir des études ou bien des travaux sur l'émergence économique. Je remercie également mes collègues ici présents, l'équipe technique qui a eu à travailler sous la direction du directeur général de chez vous, de moi-même en tant que coordonnateur technique pour la rédaction de l'ouvrage. Ils sont là, M. Yad et M. Gil, également statisticiens économistes, comme moi-même, comme DG. Donc, alors, pour ma part, la présentation va être axée sur la mesure de l'émergence économique. Donc, tout à l'heure, je pense qu'on peut revenir un peu sur la pyramide. J'avais présenté tout à l'heure le directeur général. Donc, vous voyez cette pyramide-là, donc elle résume en quelque sorte le cadre théorique qui sous-tend l'ouvrage et qui sous-tend le concept d'émergence économique. Vous voyez que cette pyramide elle est constituée de différentes strates. Et ce qu'on a tenté de faire à travers la seconde partie, mesure de l'émergence économique, c'est d'associer un indice synthétique, c'est-à-dire une mesure qui agrège différents indicateurs en un seul outil. Donc on a essayé pour chacune des strates ici présentes, donc la strate levier d'émergence économique, on a associé un indice synthétique à cette strate, essayer de capturer toutes les dimensions ici présentes. Donc c'est ce qu'on a fait à travers l'indice qu'on a appelé indice composite des leviers de l'émergence économique. Donc cet indice-là, il va essayer de capturer, disons, toutes les variables sur lesquelles les décideurs ont une prise immédiate.
vraiment, donc, ça porte vraiment son nom. Indice composé des leviers. Donc, leviers dans le sens où ce sont les variables sur lesquelles les décideurs politiques ont une prise vraiment immédiate. Ils peuvent, à travers des réformes, à très court terme, modifier la trajectoire de ces différentes variables. Donc, à la suite de cette strate, on a également, donc la strate suivante concerne le résultat de l'émergence économique, donc, qui sont des dimensions purement économiques. Donc, à cette strate également, on a associé un indice, donc c'est l'indice phare de cette étude, qui est l'indice développé par Chico depuis quelques années, qui est l'indice synthétique d'émergence économique, ou indice de Ouagadougou. Donc, on a également agrégé différentes dimensions de cet indice pour aboutir à un indice synthétique. Alors, la strate suivante, c'est la qualité de vie. Donc, à cette strate également, on va associer un indice synthétique. On va appeler indice synthétique de qualité de vie. Donc, comme vous le constatez, on a une certaine appétence pour les indices, parce que nous, on n'est pas des académiciens purs, on est des praticiens, on est des experts qui doivent fournir aux décideurs des outils d'aide à la décision. C'est pourquoi on a cette préférence pour les indices. Donc, ce sont des outils assez simples, qui peuvent se communiquer très facilement, qui sont très opérationnels, qui peuvent se décomposer en différentes dimensions, en différentes sous-dimensions. Et donc, leur interprétation par les décideurs est très facile et très aisée. C'est pourquoi on a recours assez souvent aux indices synthétiques. Donc, maintenant, je pense qu'on peut revenir au chapeau, mesure d'émergence. Alors, bon, cette partie va être un peu plus technique, va être un peu plus lourde, certains. Donc, bon, elle va durer moins que 20 minutes, parce qu'on a élagué pas mal de slides. On a trouvé que certaines slides étaient très techniques, et on renvoie à l'ouvrage pour plus d'explications, plus de profondeur sur les différentes méthodes quantitatives qui ont été utilisées pour bâtir ces différents indices. Donc, comme je le disais, à chaque strate, on a associé un indice d'émergence, un indice synthétique. Donc, le premier indice que je vais vous présenter, c'est l'indice qui concerne la strate du milieu, la strate des indicateurs de résultats, qui est l'émergence économique. Donc, cet indice s'appelle indice synthétique d'émergence économique ISEP. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure M. Lo, l'émergence économique, nous, on l'a décliné en 4 dimensions. Pour nous, un pays est émergent. Ça veut dire que d'abord, ça doit être un pays riche, avec une richesse partagée. C'est pourquoi on parle de richesse inclusive. La première caractéristique d'un pays émergent, c'est un pays qui est riche et que cette richesse est partagée, une richesse inclusive. Donc, c'est la première dimension de notre indicateur ISEP. Next. Donc, la seconde dimension qui caractérise un pays émergent, c'est que c'est un pays qui doit être dynamique d'un point de vue économique, c'est-à-dire un pays qui doit croître de façon soutenue sur une longue période d'un. Mais ce dynamisme-là doit être accompagné d'un cadre macroéconomique sain, parce qu'il est très facile de faire de la croissance. Donc, si on veut que cette croissance soit durable et soit soutenable, il faut qu'elle s'accompagne d'un cadre macroéconomique sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette croissance-là soit basée sur de la dette insoutenable, ou bien qu'elle soit basée sur de l'inflation, ou bien qu'elle soit basée sur de la dépense publique incontrôlée. C'est pourquoi on associe ces deux caractéristiques au sein de cette seconde dimension. Donc, le dynamisme économique
et le caractère sain du cadre macroéconomique. C'est-à-dire qu'on doit avoir, donc pour les économistes, on doit avoir à la fois pas trop de déséquilibre sur le plan interne, c'est-à-dire une inflation maîtrisée, mais également, on doit également contrôler les grands équilibres externes, comme la balance courante, le taux de change, l'endettement, etc. Donc ça, c'est la deuxième dimension de notre indicateur ISEP. La troisième dimension concerne la structure de l'économie. Donc un pays émergent doit avoir une économie assez diversifiée, une économie assez productive, donc une économie qui a des bonnes caractéristiques du point de vue de sa structure économique. Donc un pays peut être très riche et que cette richesse soit concentrée sur un petit nombre de secteurs, soit en général pour les pays pauvres, le secteur agricole, mais le secteur minier. Donc dans notre cadre théorique, la transformation structurelle, c'est un mot que vous entendez aujourd'hui assez couramment et qui est, même synonyme pour certains d'émergence économique, est une dimension assez importante dans notre cadre théorique. La seconde dimension, qui est aujourd'hui la dernière et quatrième dimension, qui est aujourd'hui fondamentale, qui ne l'était pas peut-être il y a 50 ou 60 ans, c'est l'insertion dans l'économie mondiale. Puisqu'on est dans une économie globalisée, on est dans une économie mondialisée, un pays émergent doit pouvoir s'insérer au niveau de l'économie mondiale. À la fois une insertion commerciale, c'est-à-dire que c'est un pays qui doit réussir à exporter, c'est un pays qui doit réussir à intégrer les chaînes de valeur mondiales, c'est un pays qui doit réussir à être ouvert sur le plan commercial, mais également une insertion sur le plan financier. Donc un pays qui veut être émergent doit réussir à attirer en son sein des investissements directs étrangers qui lui permettent de financer des investissements qu'il ne peut pas faire avec son épargne domestique. Donc l'insertion ou l'ouverture économique et financière est également très importante du point de vue de l'émergence économique. Donc voilà les 4 dimensions qui se fondent sur le cadre théorique développé par M. Lo, vont nous permettre de mesurer à travers un seul indicateur l'émergence économique, l'état d'émergence économique. Donc à chacune de ces dimensions, on va associer des variables, des indicateurs, on va agréger, synthétiser en un seul indicateur. Et c'est cet indicateur-là qui va être la mesure de l'état d'émergence d'un pays à une date T. Donc voilà, en résumé, dans ce tableau, les différentes dimensions, les sous-dimensions associées et les indicateurs qui ont été considérés pour la mesure de chacune des sous-dimensions et des dimensions. Next. Donc bon, ça c'est un peu technique. Donc vous le voyez, pour construire cet indicateur. Voilà, donc pour construire cet indicateur, bon, je vais passer rapidement, on associe une mesure à chacune des dimensions à travers la combinaison des différentes variables et on agrège tout ça en une seule mesure qui nous donne des effets. Okay. On passe. Donc en termes de résultats, nous on a considéré 103 pays. On n'a pas considéré tous les pays du monde. On a considéré uniquement les pays qui étaient proches d'un point de vue économique dans les années 1960. Donc, comme DG l'a dit tout à l'heure, on regarde les pays qui, sur le plan économique, étaient assez semblables en 1960. Donc la Corée du Sud et le Sénégal